Le silence était la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. Non pas quand Marc n'est pas venu à l'hôtel, mais quand je me suis retrouvé seul, dans ma robe de mariée, avec notre bébé de 3 semaines dans les bras. Le silence était la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. Un silence lourd, pesant, qui remplissait chaque recoin de la petite église de campagne. Il s'infiltrait dans les plis de ma robe blanche, une création magnifique qui me semblait désormais être un déguisement de fantôme. Dehors, le soleil de juin brillait, promettant une journée parfaite, une vie parfaite. Mais ici, à l'intérieur, le temps s'était figé il y a 1 h et 27 minutes, au moment précis où Marc aurait dû se tenir à mes côtés. Mon cœur battait un rythme frénétique et douloureux contre mes côtes, un tambourin de panique que personne d'autre ne pouvait entendre. Mais ils pouvaient voir, oh oui, ils pouvaient tous voir. Les regards des invités, d'abord remplis d'anticipation joyeuse, s'étaient transformés en masques de pitié, de curiosité malsaine et de jugement à peine voilé. Je sentais leurs chuchotements comme des piqûres d'insectes sur ma peau. Elle a l'air si jeune, et avec le bébé, quelle tragédie! Je l'ai toujours dit, ce Marc était trop beau pour être vrai. Le bébé, mon Léo, dans mes bras, blotti contre la dentelle et le satin de mon infortune, mon fils de 3 semaines dormait, ignorant le drame qui se jouait autour de son petit univers. Son souffle chaud et régulier contre ma poitrine était la seule chose qui manquerait à la réalité, la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer en un tas de tulle et de larmes sur le sol en pierre froide. Il était la raison pour laquelle j'avais cru à toutes les promesses de Marc. Nous serons une famille, Clara, toi, moi et notre petit. Une maison, un jardin, une vie simple et heureuse, je te le jure. Ces mots résonnaient dans ma tête, un écho cruel de la veille encore, quand il m'avait embrassé en me disant qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Chaque seconde qui passait était une nouvelle vague de honte qui déferlait sur moi. Le prêtre, un vieil homme à la mine déconfite, se raclait la gorge toutes les 30 secondes. Mes parents, assis au premier rang, semblaient avoir vieilli de 10 ans. Ma mère pleurait silencieusement dans un mouchoir brodé, tandis que mon père fixait la porte d'entrée avec une fureur contenue, son visage rouge de colère et d'humiliation. Il m'avait prévenu, il n'avait jamais vraiment fait confiance à Marc, à son charme facile et à ses projets grandioses qui ne se concrétisaient jamais. Mais j'étais amoureuse et j'étais enceinte. Je voulais croire au conte de fées. Les minutes s'étiraient, devenant une torture. Les invités commencèrent à partir, un par un, puis par petits groupes, avec des excuses marmonnées et des regards fuyants. Ils ne pouvaient plus supporter le spectacle. Bientôt, il ne resta que ma famille proche, quelques amis fidèles qui ne savaient pas quoi dire, et l'odeur des lys qui commençait à faner sur l'autel. La célébration s'était transformée en veillée funèbre pour une vie qui n'avait même pas commencé. C'est alors que Léo se réveilla. Son petit corps se tendit et un gémissement s'échappa de ses lèvres. Bientôt ce fut un cri, un vrai cri de nouveau-né, affamé et angoissé. Ce son, si normal, si vivant, déchira le silence morbide de l'église. Il me rappela brutalement que mon chagrin n'était pas la seule chose qui comptait. J'étais mère avant d'être une mariée abandonnée. Machinalement, je commençai à le bercer, à lui murmurer des mots doux, cherchant à l'apaiser alors que mon propre monde s'écroulait. « Clara, ma chérie, il faut rentrer maintenant », dit doucement ma mère en posant une main tremblante sur mon épaule. « C'est terminé. » Terminé. Le mot frappa comme un coup de poing. Tout était terminé avant même d'avoir commencé. Les larmes que j'avais retenues avec tant de force commencèrent à brouiller ma vue. Je secouais la tête, incapable de bouger, cloué sur place par le poids de ma robe et de mon désespoir. Partir signifiait accepter la réalité, et je n'étais pas prête. C'est à ce moment précis que les lourdes portes en bois de l'église grincèrent en s'ouvrant. Le bruit fut si inattendu que tout le monde se retourna. Une silhouette massive se dessina dans l'encadrement lumineux. Ce n'était pas Marc. L'homme qui se tenait là était tout le contraire du fiancé que j'attendais. Il était grand, bâti comme un chêne, avec des épaules larges qui semblaient pouvoir porter le poids du monde. Il portait un jean usé, des bottes couvertes de boue séchée et une simple chemise à carreaux dont les manches étaient retroussées, révélant des avant-bras puissants et bronzés. Son visage était burné par le soleil et le vent, encadré par des cheveux sombres et courts, et une barbe de quelques jours lui donnait un air sévère. Ses yeux, d'un bleu profond et intense, balayèrent la scène pathétique devant lui sans la moindre expression.
Je le reconnus vaguement. C'était l'homme du ranch voisin, celui qui avait repris la propriété des O'Connell après leur partie à la retraite. Un homme solitaire. On disait qu'il ne parlait presque jamais, qu'il préférait la compagnie de ses chevaux et de son bétail à celle des humains. Je ne me souvenais même pas de son nom. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Il n'était pas invité. Il ignora mon père qui s'était levé, prêt à l'intercepter. Il ignora les regards ébahis des quelques personnes restantes. Ses pas étaient lents, délibérés, le bruit de ses bottes sur la pierre résonnant dans l'église presque vide. Il marcha droit vers l'autel, droit vers moi. Quand il arriva à ma hauteur, il s'arrêta. Il ne me regarda d'abord, moi, la mariée en larmes. Son regard intense se posa sur le petit paquet qui s'agitait dans mes bras. Il observa Léo pendant un long moment, son visage toujours aussi impénétrable. Le silence s'installa de nouveau, mais cette fois il était différent. Il n'était plus vide, il était chargé d'une tension palpable. Enfin, il leva les yeux vers moi. Son regard était si direct, si profond, que j'ai l'impression qu'il pouvait voir à travers le chaos et la douleur jusqu'au fond de mon âme brisée. Il n'y avait ni pitié, ni curiosité dans ses yeux, juste une sorte de constat, une reconnaissance tranquille de la situation. Sa voix, quand il parla enfin, était grave et rocailleuse, comme s'il n'en avait pas l'habitude. Il ne prononça que 5 mots qui n'avaient aucun sens et qui pourtant allaient tout changer. « Le moteur de votre père ne démarre pas. » Je clignais des yeux, confuse. « Mon père? Sa voiture? Qu'est-ce que cela avait à voir avec... » Mon père jura à voix basse derrière moi, confirmant la nouvelle absurde. Coincé. Nous étions littéralement coincés ici, dans le lieu de mon humiliation suprême. L'homme du ranch me regarda de nouveau, puis il baissa les yeux sur Léo qui avait recommencé à pleurer. Une de ses grandes mains cailleuses, une main qui avait dû réparer des clôtures, soigner des animaux et travailler la terre, s'avança lentement. Je retins mon souffle, mon corps se raidissant. Mais il ne me toucha pas. Il effleura juste, avec une douceur infinie et surprenante, le sommet de la petite couverture de Léo. Puis il releva la tête, son regard bleu acier fixé sur le mien. « Vous ne pouvez pas rester ici. Le petit a froid. Venez. Venez. » Ce n'était pas une question, mais un ordre calme, énoncé avec une autorité naturelle qui ne laissait aucune place à la discussion. Mon père, cependant, n'était pas du même avis. Il se plaça entre moi et le rancher, le torse bombé par une fureur protectrice. « Et qui êtes-vous pour nous donner des ordres? Ma fille ne va nulle part avec un inconnu. » L'homme ne parut pas intimidé. Son regard bleu passa de mon père à moi, puis de nouveau à mon père. « Je m'appelle Samuel, votre voisin. Et votre voiture ne bougera pas d'ici avant demain au mieux. Il se fait tard et un orage se prépare. » Il désigna d'un simple mouvement de tête les vitraux où la lumière dorée du soleil commençait à être voilée par des nuages sombres. « Vous avez un bébé dans les bras. Le choix me semble simple. » Sa logique était implacable, désarmante. Chaque mot était pratique, dépourvu de toute émotion superflue. Il ne s'agissait pas de pitié, mais d'un simple constat. Un problème, une solution. « Nous pouvons appeler quelqu'un, » gronda mon père, bien que sa voix manquait d'assurance. Nous savions tous les deux qu'ici, au milieu de nulle part, un samedi en fin d'après-midi, trouver un taxi ou un dépanneur relèverait du miracle. Ma mère posa une main sur le bras de mon père. « Robert, s'il te plaît, il a raison. Pense à Clara et au petit. » Ses yeux suppliants étaient rouges et gonflés. L'humiliation de la journée l'avait épuisé et l'instinct de grand-mère prenait le dessus. Je sentais tous les regards sur moi. Je devais prendre une décision. Mais mon esprit était une bouillie de chagrin, de honte et d'épuisement. Je regardais le visage de Samuel. Il n'y avait pas l'ombre d'une menace, juste une patience stoïque. Il attendait. Je regardais Léo, dont la petite bouche s'ouvrait et se fermait dans un sommeil fragile. Il avait froid. Samuel avait raison. « D'accord, » murmurai-je, ma voix à peine un souffle. « Nous venons. » Mon père laissa échapper un son de protestation frustrée, mais ne dit rien de plus. La défaite était totale. Samuel hocha simplement la tête, comme si ma réponse était la seule issue possible. Il se retourna et commença à marcher vers la sortie sans un regard en arrière, s'attendant à ce que nous le suivions. Et c'est ce que nous fîmes. Telle une procession funèbre et grotesque, ma mère soutenant mon bras, mon père marchant derrière nous, le visage fermé, et moi, la mariée fantôme dans sa robe souillée, berçant mon enfant nouveau-né. La sortie de l'église fut une autre épreuve.
Le vent s'était levé, giflant mon visage et faisant voler le voile qui pendait piteusement à l'arrière de ma tête. Le ciel était devenu d'un gris menaçant. Le long du chemin de gravier, le pick-up de Samuel nous attendait, une bête de somme couleur rouille, couverte de boue, qui semblait faire partie intégrante du paysage. C'était l'antithèse de la limousine blanche que Marc avait louée et qui, je le supposais, nous attendait toujours, inutile, devant la salle de réception vide. La marche jusqu'au véhicule me parut durer une éternité. Le satin de ma robe balayait la poussière et les petites pierres, les talons de mes chaussures de mariée s'enfonçant dans le sol. C'était absurde. J'étais un personnage échappé d'un conte de fées qui aurait mal tourné, tombé dans le monde réel le plus brutal. Samuel tint la portière ouverte pour que ma mère et moi puissions monter. L'habitacle sentait la terre, le cuir usé et quelque chose d'autre, une odeur propre et masculine qui n'avait rien à voir avec les parfums sophistiqués de Marc. C'était l'odeur du travail. Je m'installai sur la banquette, serrant Léo contre moi, ma robe prenant une place ridicule. Mon père monta à l'arrière sans un mot. Le trajet fut court et silencieux, rythmé uniquement par le bruit du moteur diesel et les premiers crépitements de la pluie sur le pare-brise. Nous longions la clôture de notre propre propriété avant de tourner sur un chemin de terre que je n'avais jamais emprunté. Le ranch de Samuel était isolé, niché au creux d'une petite vallée. Quand nous arrivâmes, je vis une maison simple, en bois, avec une large véranda. Elle était flanquée d'une grande grange rouge et de plusieurs enclos où des chevaux levaient la tête à notre approche. Tout était ordonné, fonctionnel, solide. Un grand border collie sortit de sous la véranda et nous accueillit avec des aboiements joyeux mais contenus, remuant la queue. Samuel coupa le moteur. Nous y sommes. Il nous aida à sortir et nous conduisit à l'intérieur. La maison était comme je l'avais imaginé. Des planchers en bois, des meubles robustes et sans fioritures, une grande cheminée en pierre dans la pièce principale. C'était propre, chaleureux et tout semblait avoir une place et une fonction. Il n'y avait rien de personnel, pas de photos, pas de bibelots. C'était l'antre d'un homme qui vivait seul. « Ma mère peut vous préparer une chambre, dit-il, se tournant vers ma mère. Je vais m'occuper du petit. » Avant que je puisse réagir, il me fit signe de le suivre dans un couloir. Il ouvrit une porte sur une petite chambre d'amis, simple mais impeccable, avec un grand lit recouvert d'un quilt fait main. La pièce était déjà chauffée. « Posez-le ici pour l'instant, dit-il en indiquant le lit. J'hésitais, puis je déposai délicatement Léo au milieu du grand matelas. Il s'agita un peu, puis se rendormit. Je me sentais maladroite et énorme dans ma robe. J'avais l'impression de souiller la propreté de cet endroit avec mon malheur. Samuel sortit de la pièce et revint quelques instants plus tard, portant quelque chose dans ses bras. C'était un simple berceau en bois sombre, manifestement ancien, mais magnifiquement entretenu. Il le posa près du lit. « Ce sera plus serre pour lui, dit-il simplement. » J'acquiesçai, incapable de trouver les mots pour le remercier. Il semblait comprendre. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta sur le seuil. « Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. La salle de bain est au bout du couloir. Il y a des serviettes propres. » Il marqua une pause. « Vous devriez enlever cette robe. » Son ton n'était pas critique, mais pratique. Il avait raison. Cette robe était une armure et un linceul. Rester dedans, c'était refuser d'accepter ce qui s'était passé. Il referma doucement la porte, me laissant seul avec mon fils et le silence. Le son de la pluie qui s'intensifiait contre la fenêtre était étrangement apaisant. Lentement, mes doigts engourdis commencèrent à défaire les dizaines de petits boutons de nacre dans mon dos. La robe glissa sur le sol avec un soupir de satin. En sous-vêtements, frissonnante, je me sentis vulnérable, mais aussi un peu plus libre. J'enfilai un des peignoirs épais qui se trouvaient derrière la porte. Je me tournai vers le berceau pour y installer Léo plus confortablement. Samuel avait déjà préparé une literie simple, un petit matelas et une couverture en laine douce pliée avec soin. Alors que je soulevais Léo pour le transférer du lit au berceau, mon regard fut attiré par un des pailles. Niché dans le pli de la couverture, il y avait un petit objet. Un oiseau en bois, sculpté à la main, lisse et parfait. C'était un merle, ses ailes légèrement déployées. C'était charmant, mais ce n'est pas ce qui me coupa le souffle. C'était la couverture sous l'oiseau. Ce n'était pas une simple couverture en laine, c'était un lange en coton usé, incroyablement doux. Et dans un coin, brodé avec un fil bleu ciel un peu effacé par le temps, il y avait un monogramme. 2 lettres entrelacées. C, L. Mes initiales. Clara Dubois. Mon cœur s'arrêta.
C'était impossible. C'était mon linge de bébé, celui que ma grand-mère avait brodé pour moi avant de mourir, celui que ma mère avait précieusement gardé dans une boîte de souvenirs. Une boîte qui était chez mes parents, à des kilomètres d'ici. Comment diable cet homme pouvait-il l'avoir? Mes doigts se resserrèrent sur le tissu doux et familier. Un tourbillon de questions et d'incrédulité déferla dans mon esprit. Ce n'était pas une coïncidence, ce ne pouvait pas en être une. Le monogramme, la police d'écriture élégante et légèrement inclinée de ma grand-mère, c'était indubitablement le mien. Une relique de ma propre enfance, ici, dans la maison de cet étranger taciturne. La panique commença à monter en moi, une vague froide qui chassait l'engourdissement du chagrin. Qui était cet homme? Comment connaissait-il mon nom, mes initiales? Je reposais Léo dans le berceau, le cœur battant à tout rompre. Je devais comprendre. Sortant de la chambre, je trouvais ma mère et mon père dans la pièce principale. Mon père se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, fixant la pluie qui tombait maintenant à verse. Ma mère était assise sur le canapé, une tasse de thé fumante entre ses mains tremblantes. Samuel n'était pas là. « Maman », commençai-je, la voix rauque. Je lui montrai le linge que j'avais emporté avec moi. « D'où vient ça? Comment est-ce que ça se retrouve ici ?» Ma mère plissa les yeux, puis son visage se décomposa en une expression de pure stupéfaction. Elle prit le linge de mes mains, le retournant comme pour s'assurer de sa réalité. « Mais c'est le tien, celui de mémé Jeanne. Comment ?»« C'est exactement ce que je vous demande, dis-je, ma voix montant d'une octave. La peur laissait place à une sorte de colère confuse. Cet homme, Samuel, qui est-il? Vous le connaissez? Mon père se retourna, le visage sombre. C'est Samuel Blackwood. Sa famille possédait ces terres il y a des années, avant les O'Connell. Ils sont partis quand il était gamin. Il est revenu il y a 2 ans, seul. C'est tout ce que je sais. Ça ne répond pas à ma question, insistai-je, brandissant le linge comme une pièce à conviction. C'est à ce moment que Samuel réapparut, entrant par la porte de la cuisine. Il tenait un plateau avec des sandwichs et un pichet d'eau. Il posa le tout sur la table basse, son visage aussi impassible que jamais. Il ne semblait pas remarquer la tension qui emplissait la pièce, ou alors il l'ignorait superbement. Je ne pouvais plus attendre, je marchais droit sur lui. « Ceci, dis-je en lui mettant le linge sous les yeux, expliquez-moi. » Il baissa son regard bleu sur le morceau de tissu. Pour la première fois, je vis une émotion traverser son visage. Une lueur fugace, presque imperceptible. Était-ce de la surprise, de la tristesse? Je ne pouvais le dire. Il releva les yeux vers moi et le masque impénétrable était de retour. « C'était dans le berceau, je l'avais oublié, » dit-il de sa voix grave. « Oublié? Comment l'avez-vous eu? C'est à moi » m'exclamai-je, frustré par sa réponse laconique. Il resta silencieux un long moment, son regard allant de moi à mes parents, comme s'il pesait ses mots. L'orage grondait au dehors, ponctuant le silence pesant à l'intérieur. « Votre mère me l'a donné, » dit-il enfin, ses yeux se posant sur ma mère. Je me tournai vers elle, abasourdi. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Quand lui as-tu donné ça? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. » Ma mère pâlit. Elle regardait Samuel avec des yeux écarriés, un mélange de peur et de reconnaissance sur son visage. Elle secoua la tête, comme si elle essayait de nier une évidence. « Je ne comprends pas, je ne vous ai jamais rien donné, monsieur Blackwood. » Samuel soupira, un son à peine audible. Il passa une main dans ses cheveux sombres. « Ce n'est pas récemment, c'était il y a 20 ans. » 20 ans, j'avais 20 ans, cela n'avait aucun sens. J'étais un gamin, continua-t-il, s'adressant toujours à ma mère. Nous étions voisins. Vous vous souvenez de la famille Blackwood? Vous vous souvenez de mon frère aîné, Thomas? Le nom sembla frapper ma mère comme la foudre. Elle porta une main à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. Thomas, oh mon Dieu, le petit Thomas. Mon père se raidit. L'accident, murmura-t-il, le visage soudainement vidé de sa couleur. Je les regardais, passant de l'un à l'autre, complètement perdus. Quel accident? De quoi parlez-vous? Samuel prit le relais, sa voix toujours égale, mais empreinte d'une nouvelle gravité. Mon frère aimait grimper aux arbres, surtout le vieux chêne près de la rivière, celui qui marquait la limite entre nos 2 propriétés. Un jour, une branche a cédé, il est tombé. Il s'arrêta, et dans ce silence, je pouvais presque entendre le craquement du bois et le cri d'un enfant. Je suis allé chercher de l'aide. J'ai couru jusqu'à votre maison. C'est votre mère qui m'a ouvert. Il tenait votre bébé dans les bras. Vous nous avez suivis jusqu'à l'arbre. Mon frère, il était mal en point. Vous l'avez pris dans vos bras en attendant que l'ambulance arrive. Vous l'avez enveloppé dans la couverture de votre bébé pour le garder au chaud. L'image se forma dans mon esprit, floue et terrible. Ma mère, une jeune femme, berçant un garçon blessé, mourant peut-être, dans le lange de son propre enfant. « Il n'a pas survécu, dit Samuel.
Et la phrase tomba dans la pièce avec le poids d'une tombe silencieuse. J'étais sans voix. Mon histoire et la sienne étaient liées par une tragédie dont je n'avais jamais eu connaissance. Ce rancher taciturne n'était pas un étranger. Il était le petit garçon qui a vu son frère mourir, le même jour où ma mère m'avait tenu moi, un bébé, plein de vie, dans ses bras. « Je suis tellement désolé, Samuel », murmura ma mère à travers ses larmes. « Je n'avais jamais su. Nous avons déménagé peu de temps après, et nous n'avons jamais eu de nouvelles. » Samuel hocha la tête. « Ma famille est partie aussi. Nous ne pouvions plus rester ici. » Il me regarda. Je suis revenu pour essayer de tourner la page. Je ne m'attendais pas à vous retrouver. Je sentis un vertige. Le drame de ma journée, mon abandon à l'hôtel, semblait soudainement si petit, si égoïste, face à cette douleur ancienne et profonde. J'avais été sauvé de la honte par un homme dont la vie avait été brisée sur le seuil de la mienne. Alors, le berceau, commençai-je, la gorge nouée. C'était le sien, répondit Samuel, celui de Thomas. Ma mère la gardait, avec toutes ses affaires. Le linge était dedans. Un frisson me parcourut. Mon fils dormait dans le berceau d'un enfant mort, et il était enveloppé dans la couverture qui avait servi de linceul. C'était à la fois horrible et encore une fois un peu juste, un cercle qui se refermait. Plus tard dans la soirée, après un repas silencieux fait de sandwichs et de thé, mes parents, épuisés, allèrent se coucher dans la deuxième chambre d'amis. Je restai seul avec Samuel dans la pièce principale. Le feu crépitait dans la cheminée et la pluie tombominait doucement contre les vitres. « Merci, dis-je, rompant le silence, pour tout, pour aujourd'hui. » Il se contenta d'un hochement de tête, le regard fixé sur les flammes. Il semblait à kilomètres. L'homme qui devait m'épouser, commençai-je, sentant le besoin inexplicable de lui expliquer, de combler le vide. Son nom est Marc. Il m'a laissé, avec Léo. Samuel se tourna vers moi. Son visage était éclairé par la lueur dansante du feu, créant des ombres qui accentuaient la sévérité de ses traits. « Je sais qui y va, dit-il. » Sa voix était plus basse, plus dure qu'avant. Je fus surprise. « Vous le connaissez ?»« Pas personnellement, répondit-il, mais je l'ai vu plusieurs fois cette semaine. » Une boule de glace se forma dans mon estomac. « Vu? Où ça ?» Samuel détourna le regard, le fixant à nouveau sur le feu. Il hésita, comme s'il se demandait s'il devait continuer. « J'allais en ville pour des provisions. Je l'ai vu près du motel, à la sortie de la ville. » Il s'arrêta. « Et alors, le pressai-je, sentant une terrible prémonition m'envahir. » Il se tourna de nouveau vers moi, et cette fois, il y avait quelque chose dans ses yeux. De la pitié peut-être, ou du dégoût. Il n'était pas seul, Clara. Il était avec une femme, et 2 enfants, une famille. Ils sont montés dans une voiture immatriculée hors de l'État, et ils sont partis. C'était hier matin. Hier matin, la veille de notre mariage. Les mots de Samuel suspendirent le temps, aspirant tout l'air de la pièce. Marc, une autre femme, 2 enfants, une famille. Pas ma famille, la sienne. Une vie entière, secrète, dont je n'avais été qu'une parenthèse, une escale commode et trompeuse. La douleur qui m'envahit fut différente de celle que j'avais ressentie à l'église. Ce n'était plus la piqûre aiguë de l'humiliation publique, mais une douleur sourde, profonde, la douleur d'une trahison totale qui empoisonnait chaque souvenir. Chaque je t'aime, chaque promesse, chaque baiser était désormais un mensonge. Léo, mon Léo, endormi dans la pièce voisine, n'était pas le fruit d'un amour partagé, mais le produit d'une supercherie. Les larmes me montèrent aux yeux, chaudes et amères, mais cette fois, elles étaient chargées de rage. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Comment aurait-il pu? Il me connaissait à peine. « Ce n'était pas ma place, répondit Samuel, sa voix toujours aussi calme, mais avec une nuance de regret. J'ai hésité, mais je ne suis qu'un voisin. J'ai pensé qu'il y avait peut-être une explication. J'espérais me tromper. » Il s'arrêta. « Quand je vous ai vu aujourd'hui, seul à l'hôtel, j'ai su que je ne m'étais pas trompé. » Je hochai la tête, comprenant sa logique. C'était un homme qui ne se mêlait pas des affaires des autres. Et pourtant, il était là. Il nous avait recueillis, moi et mon fils, sans poser de questions, nous offrant un abri contre une tempête bien plus violente que celle qui faisait rage dehors. Je passais la nuit dans un sommeil agité, peuplé de cauchemars où le visage de Marc se superposait à celui de Samuel, où le rire de Léo se transformait en pleurs de l'enfant mort. Mais, à chaque fois que je me réveillais en sursaut, le son régulier de la pluie et le silence apaisant de la maison me ramenaient à une étrange réalité. J'étais en sécurité. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux. L'orage était passé.
Mon père, étonnamment pragmatique, avait réussi à joindre un dépanneur. La voiture serait réparée dans la journée. L'heure du départ approchait. L'idée de retourner chez mes parents, de faire face au regard de pitié de toute la ville, me donnait la nausée. Que deviendrons-nous, Léo et moi? Je n'avais rien, pas de travail, un diplôme à peine terminé et un cœur en 1000 morceaux. Après avoir nourri Léo, je le pris dans mes bras et sortis sur la véranda. L'air était pur, lavé par la pluie. Samuel était là, accoudé à la rambarde, une tasse de café à la main. Il regardait ces terres, les prairies verdoyantes qui s'étendaient jusqu'à la lisière de la forêt. Le border collier était couché à ses pieds. Je m'approchais et restais à ses côtés en silence. C'était un silence confortable, pas un de ces silences gênants qui demandent à être comblés. Je dis doucement, « C'est magnifique ici. » « C'est chez moi, » répondit-il simplement, « la seule chose qui ait jamais eu un sens. » Nous restâmes ainsi un long moment. Je berçais Léo, et Samuel buvait son café. C'était si simple, si paisible. Un contraste brutal avec la vie chaotique que Marc m'avait promise. « Qu'allez-vous faire » demanda-t-il, sans me regarder. La question me frappa de plein fouet. Je ne sais pas, avouai-je, la voix tremblante. Retourner chez mes parents, je suppose. Essayer de trouver un travail. Élever mon fils. Chaque mot sonnait comme une montagne à gravir. Samuel se tourna vers moi. Son regard bleu intense me sonda, comme la première fois dans l'église. Mais cette fois, je n'y vis plus seulement de la force, mais aussi une pointe de vulnérabilité, une solitude qui faisait écho à la mienne. « J'ai une proposition, dit-il. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est une option. » Il fit un geste vague vers la propriété. « Ce ranch est trop grand pour un seul homme. J'ai besoin d'aide. Pour la comptabilité, pour la gestion des commandes, et la maison est vide, il y a de la place, plus qu'il n'en faut. » Je le regardais, incrédule. « Vous me proposez un travail et un logement ?»« Je vous propose un départ, corrigea-t-il. Un endroit où personne ne vous connaît comme la fille qui a été abandonnée à l'hôtel. Un endroit où votre fils peut grandir au grand air. Vous travaillez pour moi, vous vivez ici. Pas de pitié, pas de charité, un arrangement. » L'offre était folle, impensable. Déménager chez un homme que je connaissais à peine, lié à moi par une vieille tragédie. Pourtant, au fond de moi, une petite voix me disait que c'était la chose la plus sensée que j'ai entendue depuis des mois. C'était une bouée de sauvetage, une chance de ne pas me noyer. Quand j'annonçai la nouvelle à mes parents, ils furent d'abord choqués. Ma mère était inquiète, mon père méfiant. Mais ils virent la lueur de détermination dans mes yeux, une lueur qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. Et ils regardèrent Samuel, cet homme solide et silencieux qui avait offert une dignité à leur fille quand elle n'en avait plus. Ils acceptèrent. Les semaines se transformèrent en mois. Je ne retournai jamais dans l'appartement que j'avais partagé avec Marc. Mes parents m'aidèrent à récupérer mes affaires. Je m'installai dans 2 chambres à l'étage de la maison de Samuel. Ma vie prit un nouveau rythme, celui des saisons et du travail du ranch. J'appris à gérer les factures, à passer les commandes de foin, à tenir les registres de naissance du bétail. Le soir, après que Léo était endormi, Samuel et moi nous asseyions souvent sur la véranda, parlant peu, mais partageant un silence qui en disait long. J'appris à le connaître, non par ses mots, mais par ses actions. Je le vis réparer une clôture sous une pluie battante, passer une nuit entière au chevet d'une jument qui mettait bas et sculpter de petits animaux en bois pour Léo pendant ses rares moments de repos. Il était patient, fiable et d'une gentillesse profonde, caché sous une apparence bourrue. Il ne parlait jamais de son frère, mais parfois, je le voyais s'arrêter près du vieux chêne au bord de la rivière, la tête baissée, et je savais. Léo grandissait, riant et gazouillant. Il adorait Samuel. Son premier vrai sourire fut pour cet homme au visage sévère qui le soulevait dans les airs avec ses grandes mains calleuses. Pour Léo, Samuel était une présence constante, un roc. Il était la figure paternelle que Marc n'aurait jamais pu être. 1 an après ce jour terrible à l'église, nous étions sur la véranda, regardant le soleil se coucher derrière les collines. Léo, qui commençait à marcher, trottina entre nous, babillant joyeusement. L'année dernière, à cette même époque, commençai-je, ma voix se brisait légèrement au souvenir. Samuel se tourna vers moi. Ce n'est plus cette époque. Il avait raison. La femme brisée dans sa robe de mariée n'existait plus. À sa place se tenait une mère, une femme qui avait trouvé sa force dans le travail de la terre et dans la quiétude d'un foyer inattendu. Samuel s'approcha. Il prit délicatement la main que je n'utilisais pas pour me tenir à la rambarde. Son contact était chaud, rassurant.
Clara, dit-il, et c'était la première fois que j'entendais autant d'émotion dans sa voix. Thomas a eu le berceau, et Léo a eu le berceau. Il y a un cercle de douleur dans cette maison. Je crois que nous pouvons le transformer en un cercle d'amour. Il leva ma main à ses lèvres et déposa un baiser sur mes doigts. Ce n'était pas un baiser passionné ou enflammé. C'était un baiser de promesse, de respect, un baiser qui disait « Je suis là ». Ce jour-là, dans une petite église de campagne, j'avais pensé que ma vie était terminée. J'avais été abandonné à l'hôtel avec un nouveau-né. Mais ce fut aussi le jour où un rancher taciturne était entré et nous avait emmenés vers la maison. Pas seulement une maison en bois sur une colline, mais un véritable foyer. Construit non pas sur des promesses vides, mais sur les fondations solides de la gentillesse, de la guérison et d'un amour silencieux qui, je le savais maintenant, était le plus vrai de tous. En regardant Samuel, avec Léo qui lui tendait les bras, je compris que mon conte de fées n'avait pas pris fin à l'église. Il ne faisait que commencer.